Nous parlons d'entrée justement de cette visite du chef de la diplomatie russe du côté du Tchad et nous sommes soumis à l'évidence que, au lendemain justement de cette visite d'amitié et de travail, il est clair que la nouvelle position de N'Djamena pourrait éventuellement avoir des répercussions, peut-être pas seulement au niveau de la sous-région, mais également au niveau de l'Alliance des États du Sahel, le Tchad étant le dernier allié français dans le Sahel. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour et bonjour à tout le monde. La question que soulève l'évolution du Tchad ces derniers mois, c'est la question de ce que l'Afrique va décider de faire de son avenir, de la manière dont un certain nombre de mutations pourront s'opérer à l'intérieur de nos différents pays, mais surtout la question de savoir comment l'Afrique va formuler finalement, si vous voulez, une approche commune. Les Russes, pour le moment, parce que c'est le partenaire privilégié sur les questions de sécurité d'un certain nombre de pays, vont tout faire pour trouver, formuler, esquisser avec tous les pays qui les sollicitent des stratégies et des plans d'opération pour sécuriser les pays, pour porter les évolutions géopolitiques des pays. Mais il est clair qu'à un moment donné, la Russie ne pourra pas porter ou s'impliquer ou s'engager ou travailler de façon individuelle avec chaque État. Parce qu'il est quand même beaucoup plus facile de définir des stratégies collectives qui permettent de répondre à des besoins qui sont communs, mais aussi qui demandent des infrastructures d'une certaine taille qui leur permettent de faire des économies d'échelle. Alors que si on en est à une dissémination de petites infrastructures, cela va être extrêmement cher, à la fois pour la Russie, en termes économiques de manière globale, mais particulièrement en termes de ressources humaines. La Russie n'a pas une population illimitée, elle n'a pas un nombre d'ingénieurs illimité, elle n'a pas un nombre de techniciens illimité, etc. Mais aussi pour les pays africains, ça va poser des problèmes en termes de coordination de l'action économique. Parce que le risque, ou l'autre risque que nous courons, c'est de nous retrouver avec la période de la domination française qui s'achève là, avec la répétition des mêmes types d'industries, par exemple, des mêmes types d'activités économiques dans tous les pays. Or, qu'est-ce que cela a produit? Cela a fait que, et c'était une stratégie française, mais que malheureusement on ne voit pas dans les dynamiques dites révolutionnaires aujourd'hui, on ne voit pas comment les dirigeants sont en train de casser tout ça. On a l'impression qu'ils le reproduisent, mais avec de nouveaux partenaires. Ça crée un problème d'avantage comparatif sur le plan économique. Qu'est-ce que le pays A apporte au pays B? En général, rien du tout, parce qu'ils ont exactement les mêmes activités économiques. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le commerce intérieur africain est bloqué. Parce que si vous vendez les mêmes choses, si vous et vos voisins, vous produisez les mêmes choses et vous vendez les mêmes choses, mais personne ne va acheter chez l'un ou l'autre. Et du coup, le commerce entre vous est très limité. Donc, c'est très intéressant que le Tchad s'intéresse à l'énergie atomique, sauf que le Niger, le Burkina, le Mali, tout le monde s'y intéresse. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on va faire. Si vous observez tous ces pays-là, vous parleront essentiellement des mêmes types d'industries dont ils ont besoin et vous vous demanderez, mais quels seront les avantages comparatifs entre les pays africains? Mais cela est révélateur de quelque chose. Cela est révélateur du fait que il faudra que les intellectuels, je crois que les intellectuels font leur travail. Ceux qui sont des intellectuels font leur travail. Mais il faudra que les universitaires, parce que on a tendance à confondre intellectuel et universitaire, c'est pas la même chose. On peut ne jamais avoir été universitaire, mais être un intellectuel de premier plan. Et il y a beaucoup de gens chez nous
qui sont des intellectuels de premier plan en Afrique. Ils sensibilisent le continent, ils attirent l'attention du continent, ils font des analyses au quotidien, ils produisent du contenu intellectuel tous les jours, régulièrement, mais ce ne sont pas des universitaires. Ce ne sont pas des universitaires. Et malheureusement, beaucoup d'universitaires ne sont pas des intellectuels parce qu'ils ne produisent pas du contenu intellectuel régulièrement. Donc, mais il va falloir quand même, parce que eux, ils sont formés, tout au moins, c'est la présomption c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont des parchemins, donc des choses qui leur ouvrent des chemins. Ils sont formés pour produire un certain type de contenu. Il faut vraiment que nos universitaires deviennent des intellectuels. Hein, et que la société continue à produire de plus en plus d'intellectuels dont nous sommes fiers et qui ont participé aux luttes qui aujourd'hui secouent l'Afrique, et on les voit et on leur dit merci. Donc il faut que les universitaires deviennent des intellectuels sérieux, solides, productifs, qui vont donc aider à la formulation pertinente, cohérente, structurée de ce que l'Afrique devrait être en tenant compte des avantages comparatifs potentiels entre tous les peuples. Moi, je pense que, mauvaise expression, je propose, j'imagine que un pays comme le Tchad a des atouts particuliers que le Cameroun n'a pas, que le Niger n'a pas, que le Mali n'a pas, et une certaine différenciation entre ces pays-là va permettre de créer des avantages comparatifs et de booster le commerce sous-régional. Sur le plan quand j'entrais, vous étiez en train de parler Tiplea ou Habib Boubacar Touré, ils étaient en train de parler des questions de souveraineté. Les Africains doivent évoluer. Parce que si on parle de rupture, il y a une chose sur laquelle il faut évoluer très rapidement, particulièrement quand on parle des Africains qui parlent le français et utilisent le franc CFA. Il faut que nous évoluions très rapidement sur la question du franc CFA. Parce que si nous restons sur cette question-là pendant longtemps, soit en évitant de l'aborder, soit en ne l'abordant pas de façon fondamentale et structurelle et institutionnelle, nous allons avoir un problème. Nous allons avoir un problème parce que les discours comme ceux que nous avons entendus ces derniers temps, peut-être que c'est des sujets qu'il faudrait qu'on aborde de façon approfondie, parce que on parle du franc CFA, mais on n'en voit pas les méfaits, et les gens disent parfois des choses, et on entend le Parlement français raconter des inepties sur cette question, en vous disant non, le franc CFA ne nous sert à rien, machin et tout ça, alors que cette année, la France a prévu d'emprunter 285 milliards d'euros, et que ce que représente le franc CFA de l'Afrique centrale seulement pour la France, c'est un potentiel, c'est une garantie pour pouvoir s'endetter à hauteur de 72 milliards d'euros. Donc plus du quart, de 25% de son endettement est garanti par le fait que le franc CFA existe. Et les gens vous racontent que non, mais écoutez, le franc CFA c'est 2% de la masse monétaire en France. Oui, mais c'est le franc CFA de l'Afrique centrale seulement, c'est 25% de l'endettement français. C'est 72 milliards d'euros. Vous croyez que nous, on a 72 milliards d'euros? Nous, on n'a pas 72 milliards d'euros, on en aurait bien besoin. Et dans le même temps, tout notre franc CFA nous a rapporté, selon la BEAC, 196 milliards. Seulement. Alors qu'il nous... 196 milliards de francs CFA, il faut préciser ça. Alors que, et là, on avait quoi, 4571 milliards de francs CFA de dépôt chez eux. Il aurait suffi de prendre 150 milliards de francs CFA seulement, de les investir dans la plaine d'Embo pour produire des ignames, et on aurait fait 344 milliards de chiffre d'affaires. 344 milliards. Donc vous comprenez que les gens là, ils racontent n'importe quoi. Et il faut que cette question-là, on puisse la régler le plus rapidement possible. Question de la souveraineté monétaire. Parce qu'elle est le cœur du lien qui nous maintient en relation avec la France. Et c'est le cœur de tout le dispositif de néocolonialisme que nous subissons. Donc, il est bon de voir ces visites, de parler de choix entre les Français, les Russes, de voir les visites de M. Lavrov sur le territoire africain, mais il faut qu'on aborde les questions de fond.
la sécurité ne peut pas être assurée si sur le plan économique, nous ne pouvons rien faire. C'est ça le problème de fond. Et la Russie, il faut que les Africains observent la Russie elle-même. C'est parce qu'elle a travaillé à recréer, à relancer son économie depuis que Poutine est arrivé au pouvoir en 98 et qu'aujourd'hui, c'est une économie extrêmement dynamique qu'elle peut assurer sa sécurité. Donc nous pensons à assurer notre sécurité parce que, effectivement, nous libérer des pays du néocolonialisme franco-occidental est la grande priorité de nos pays, mais en même temps, nous devons conduire une réflexion qui nous permet de formuler les mutations, la transformation en profondeur de nos économies pour que ces économies soient capables de satisfaire les besoins de nos populations et qu'elles nous permettent d'avoir des industries qui sont des industries de la sécurité dont nous avons besoin. Je ne sais même pas pourquoi la plupart des dirigeants africains ont peur de le dire. Pourquoi on s'en tient au nucléaire civil? Nous avons besoin d'avoir une bombe atomique. Nous avons besoin d'avoir des missiles hypersoniques. Or, tout cela, ce que les gens voient, c'est uniquement l'aspect militaire. Mais pour fabriquer des missiles hypersoniques, c'est tout un contexte technologique, scientifique, technologique, de recherche et financier qu'il faut créer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous créez des dizaines de milliers d'emplois. C'est ça que les gens ne veulent pas voir derrière. Vous voulez faire le nucléaire civil, d'accord, mais pourquoi vous ne ferez pas le nucléaire militaire? Le nucléaire militaire, ça crée beaucoup plus d'emplois, ça crée une base technologique beaucoup plus large que le nucléaire civil. Et donc, du coup, n'allez pas croire que les Américains, ils veulent empêcher l'Iran d'avoir sa bombe nucléaire simplement parce que l'Iran va bombarder leur protégé, qui est Israël. Non, pas du tout. C'est que derrière, c'est la maîtrise de technologies de pointe qui sont telles que, sur le plan international, ça vient contrecarrer l'hégémonie de ces pays dans la vente et dans la possession d'un certain nombre de technologies. Et ça, c'est ce qui permet à ces pays de maintenir leur hégémonie sur le reste du monde. Donc, c'est très bien ce qui se fait au Tchad, à mon avis, aujourd'hui. Et je pense que le président tchadien a parfaitement compris ce qui se passe. Et les dynamiques révolutionnaires, AAA, elles sont là. Le peuple a impulsé. Le problème qu'on a généralement avec l'Afrique centrale, c'est que ces dynamiques-là sont réprimées. Elles sont réprimées. Même M. Déby actuellement, il a dû réprimer, je crois il y a 2 ans, ou l'année dernière, je sais plus. Il a dû réprimer lourdement, brutalement. Donc l'Afrique centrale souffre souvent de ce problème-là. C'est-à-dire que vous avez la plupart des gens qui arrivent d'une certaine manière au pouvoir, lui-même est arrivé au pouvoir d'une certaine manière, et qui ont tendance à réprimer brutalement tout ce qui est dynamique révolutionnaire et panafricaniste. Alors que de l'autre côté, on a eu une période très extraordinaire, particulièrement extraordinaire, où les dynamiques ont coïncidé en fait avec l'arrivée au pouvoir d'un homme de personnes qui n'avaient pas le choix. Monsieur Tiani, quand il arrive au pouvoir, il n'arrive pas au pouvoir parce qu'il est dans une dynamique panafricaniste. Mais la dynamique est là et il la capte. C'est ça la qualité des élites. Il capte, il se rend compte qu'il ne devrait pas s'opposer à cette dynamique, mais qu'au bout du compte, cette dynamique est même en fait celle qui est la plus... Oui, qui est une opportunité pour lui, et pas fait pour leur équipe, et qui est et cette dynamique est en fait la seule qui puisse garantir au Niger sa souveraineté. Et il la capte. En Afrique centrale, c'est quelque chose d'extrêmement rare, qui fait que vous avez, même quand vous regardez l'histoire récente du Congo, par exemple, où M. Lavrov s'est rendu, vous voyez que cette dynamique aurait dû s'exprimer, exploser dans un pays comme le Congo depuis très longtemps, depuis beaucoup plus longtemps, avec le Pascal Lissouba. Et bien plus encore, un peu après, même au début des années 2000, il y a eu de temps en temps des rappels. Dans un pays comme le Cameroun, on devrait être un pays aujourd'hui qui aurait dû dépasser tout ce que nous sommes en train de faire. Et pour achever, pour chuter, je voudrais réagir sur le fait de la dynamique d'ensemble. Effectivement, on a un gros problème à articuler ce travail d'équipe entre les pays. Et ça peut expliquer, je suis d'accord avec AAA, le fait que certains pays se disent mais avançons, parce qu'après les gens autour n'arrivent pas à avancer, alors que nous aurions beaucoup plus de bénéfices à avancer ensemble que si chacun
il va de son côté. Et du coup, le Centrafrique peut se retrouver bloqué par toutes les institutions internationales. Tout le monde refuse de donner de l'argent, des financements auxquels le Centrafrique a droit. À la Banque mondiale, au FMI, et même la Banque africaine de développement traîne les pieds. Pour vous dire, même la BDAC traîne les pieds. Même la B2AC a du mal à financer le Centrafrique. Or, ce que le Centrafrique a réalisé aujourd'hui, mais c'est le rêve pour la plupart des pays d'Afrique centrale, c'est-à-dire une liberté, une souveraineté réelle, avec la capacité de décider de l'avenir de son propre pays. Donc, je crois que nous devons, les pays qui avancent, on les soutiendra, mais nous devons continuer à impulser et à nourrir la dynamique d'ensemble pour que tous les peuples atteignent le niveau, si vous voulez, atteignent la masse critique qui permettra que cette dynamique qui s'observe partout dans tous ces pays puisse enfin lever définitivement nos peuples vers les grands ensembles dont nous rêvons et qui sont beaucoup plus intéressants et qui permettraient à la Russie et à la Chine de nous apporter sérieusement ce dont nous avons besoin. Parce que là, on aurait des stratégies d'ensemble qui permettraient d'avoir à la fois un marché critique solide, d'avoir à la fois une vision commune, mais certainement un seul chef d'État qui parle pour tout le monde, et en même temps de rationaliser nos armées qui sont très puissantes, mais comme elles sont fragmentées, elles n'arrivent pas à assurer notre sécurité, donc etc. Et avoir certainement aussi, parce que c'est très important, une structuration de l'activité scientifique et intellectuelle qui soit focalisée et concentrée sur les problématiques qui sont effectivement les nôtres et non pas sur des considérations qui nourrissent et enrichissent la réflexion en Europe. Nucléaire civil,